Donald Trump et l'Iran ont signé l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, France Info. Donald Trump et l'Iran ont signé l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Le président des États-Unis a signé un exemplaire de l'accord depuis le château de Versailles, où il dînait avec Emmanuel Macron mercredi soir, a appris France Info auprès de l'Élysée. Publié le 18-06-2026 minuit 22 mis à jour le 18-06-2026 1h05 temps de lecture, 1 minute. Le président américain, Donald Trump, le 17 juin 2026 au château de Versailles-Yvelines. Magali Cohen en Lucas AFP. Le président américain, Donald Trump, a signé depuis le château de Versailles l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a appris France Info auprès de l'Élysée, mercredi 17 juin, confirmant une information du site américain Axios. Un exemplaire papier de l'accord a été signé, puis une photographie a été envoyée aux autorités iraniennes, précise la présidence française auprès de France Info. Je peux confirmer la signature, a également déclaré un responsable américain à l'AFP, interrogé sur l'information selon laquelle le dirigeant des États-Unis aurait personnellement signé un exemplaire de l'accord lors d'un dîner au château de Versailles, avec le président de la République Emmanuel Macron à l'issue du sommet du G7. De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a également confirmé mercredi soir la signature de l'accord avec Washington. Le texte du protocole d'accord d'Islamabad a été finalisé par la signature des présidents Donald Trump et Massoud Pezeshkian. Il est désormais temps de mettre à l'épreuve la mise en œuvre de cet accord, a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Bagaï, cité par l'agence IRNA. Il a ajouté que cette signature avait été faite électroniquement et qu'une cérémonie de signature n'a pas vraiment sa place. Le gouvernement suisse avait initialement annoncé une cérémonie de signature vendredi dans un hôtel de luxe du Bürgenstock, une montagne surplombant le lac de Lucerne. Téhéran avait ajouté que le président du Parlement iranien, le négociateur Mohammad Bagheri Ghalibaf, et le vice-président américain J.D. Vance y assisteraient. Sujet suivant. Ventilateurs, jeux d'eau, horaires adaptés, le pays s'organise face à la canicule, France Info. La France traverse un nouvel épisode de forte chaleur, avec des températures dépassant localement les 37 degrés et des pics attendus jusqu'à 40 degrés. Entre adaptation du quotidien, mesures des urgences dans les écoles et vigilance renforcée, habitants et collectivités tentent de faire face à une canicule appelée à durer. Ce texte correspond à une partie de la retranscription du reportage ci-dessus. Cliquez sur la vidéo pour la regarder dans son intégralité. Dans les rues de Cavaillon-Vaucluse ce mercredi 17 juin, rares sont les habitants à affronter les heures les plus chaudes de la journée. La température dépasse 35 degrés, alors toutes les astuces sont bonnes pour s'en protéger. On a des fontaines, on a des ombres, on a des parcs qu'on peut sortir, mais on essaie de sortir très tôt ou très tard. Sinon, dans la journée, on essaie de rester au frais, confie une passante. Une autre partage, ce matin, j'y ai pris une douche froide. Cet après-midi, je vais me vaporiser un petit peu d'eau fraîche, puis je vais éviter de sortir le plus possible. À Lyon-Rhône aussi, une chaleur étouffante était annoncée. Alors certains ont choisi des anticipés, comme des sportifs rencontrés, là, il est 8 heures du matin. Dès ici midi, ça sera 30, 32. Franchement, c'est énorme. Il fait très chaud, raconte l'un des eux. Une autre ajoute, je m'entraîne maintenant plutôt le matin ou plus tard le soir. L'important aussi, c'est d'identifier tous les points des hauts au centre de Lyon. Le 17 juin, la chaleur s'est emparée d'une large partie du pays. Avec 37,5 degrés à Toulouse, 12 degrés au-dessus des normales de saison, 35 à Angoulême, 34 à Grenoble et plus de 32 degrés à Paris. Dans une école de Saint-Ouen, en région parisienne, la mairie a pris des mesures d'urgence pour affronter un nouvel épisode de chaleur qui va durer. Dans les salles de classe, l'air est désormais brassé par des ventilateurs de plafond flambant neufs. Jérôme Brachet, directeur général adjoint des services de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, explique, on a mobilisé nos entreprises qui sont passées le week-end dernier pour tout câbler et qui ont posé les 20 brasseurs d'air en 2 nuits. Pour rafraîchir les 24 écoles de la ville, des climatisations mobiles ont été aussi installées, tout comme des films anti-UV posés sur les fenêtres les plus exposées au soleil. En termes de gain de température, on gagne entre 4 et 5 degrés entre la température extérieure et la température derrière, ajoute Jérôme Brachet. Dehors, des jeux d'eau et des pataugeoires rendent les récréations beaucoup plus supportables pour les enfants. Au total, la mairie a dépensé 541 000 € dans les mesures d'urgence. Des dispositifs mis en place pour durer,
car la chaleur va continuer de grimper demain sur une large partie du pays, avant un pic attendu dimanche avec 38 degrés à Paris, 39 à Lyon ou encore 40 à Bordeaux et à Orange. C'est des températures qui vont être exceptionnelles. On sera parfois proche des records, voire même on va battre des records sur certaines zones. Ce sont des valeurs qui seraient tout aussi exceptionnelles au mois de juillet. On n'est pas loin des records absolus aussi, souligne Pierre Huat, prévisionniste Weather Solutions. Dès le 18 juin, Météo France a placé 26 départements du centre et de l'est du pays en vigilance orange canicule. Sujet suivant. Ukraine, Moyen-Orient, confiance en Donald Trump. Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron en clôture du sommet du G7, France Info. Ukraine, Moyen-Orient, confiance en Donald Trump. Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Emmanuel Macron en clôture du sommet du G7, le président français a estimé que la rencontre du groupe des 7, qui s'est conclue mercredi à Évian, avait été un succès et un moment d'unité entre ses dirigeants. Publié le 17-06-2026 18h57 temps de lecture, 4 minutes. Emmanuel Macron donne une conférence de presse en clôture du sommet du G7, le 17 juin 2026 à Évian-les-Bains, Haute-Savoie. Ludovic Marin. AFP. Une réussite, selon Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a dressé un bilan positif du sommet du G7, mercredi 17 juin, au dernier jour de la rencontre qui était cette année présidée par la France. Durant 3 jours, les dirigeants de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni ainsi que la présidente de la Commission européenne et les dirigeants de plusieurs pays invités ont échangé sur plusieurs dossiers clés, notamment la guerre en Ukraine et l'accord sur la fin du conflit au Moyen-Orient. France Info revient sur ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel Macron, en conclusion de ce sommet organisé à Évian-les-Bains, Haute-Savoie. Le G7 a été objectivement un succès, affirme Emmanuel Macron. La rencontre annuelle des dirigeants du groupe des 7 se tenait dans un contexte extrêmement difficile de fragmentation du monde, de conflits, a rappelé Emmanuel Macron au début de sa prise de parole. Beaucoup se jouait dans ces échanges. Ce G7 a été objectivement un succès, parce qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se sont retrouvés ici, a souligné le chef de l'État. Ce G7 a été objectivement un succès, parce qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se sont retrouvés ici, entame Macron en clôture du sommet. Une minute. Il a rappelé le contenu des 9 déclarations conjointes adoptées à l'unanimité par les États du G7, qui portaient sur des sujets aussi variés que la lutte contre le narcotrafic, les déséquilibres macroéconomiques, la protection des mineurs en ligne, la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique ou les minerais critiques. Sur ce dernier dossier, face à une Chine qui a parfois accumulé des réserves stratégiques, nous sommes tous face à des risques de surdépendance, et donc de vulnérabilité de nos chaînes de valeur, a souligné Emmanuel Macron. Nous avons acté d'y aller ensemble, en G7 et même G7, avec les 5 pays invités: Brésil, Corée du Sud, Inde, Kenya et Égypte au sommet, a-t-il rapporté. Nous allons ensemble bâtir des projets de coopération, réduire ensemble nos risques de dépendance, diversifier ensemble nos sources d'approvisionnement. Le président français se félicite de la remobilisation du G7 sur le soutien à l'Ukraine. Le président s'est aussi félicité des discussions menées par le groupe des 7 sur la guerre en Ukraine, mardi, lors d'une réunion en présence du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Nous nous sommes engagés à accroître les pressions sur la Russie, y compris par un renforcement de nos sanctions, a-t-il souligné, en référence à la déclaration conjointe adoptée par les dirigeants. Cette remobilisation du G7 est extrêmement importante, a-t-il noté. G7, nous sommes tous convenus d'une aide supplémentaire à l'Ukraine, annonce Macron, qui rappelle que le rapport de force a changé en faveur de Kiev. Canal 16 2 minutes à Évian, tout le monde a écouté, avec beaucoup de respect. Volodymyr Zelensky, a précisé Emmanuel Macron. Tout le monde a constaté que l'Ukraine résistait beaucoup mieux que certains pouvaient le penser et que la Russie était dans une situation difficile. Selon le chef de l'État, c'est la première fois que nous avons une telle convergence en G7 sur l'Ukraine. Et c'est la première fois que nous portons des conclusions aussi claires, a-t-il estimé, soulignant que les États s'étaient engagés à renforcer leur aide à l'Ukraine, notamment en lui accordant des licences pour accroître sa production militaire. Il salue un très bon accord sur le conflit au Moyen-Orient. Ce sommet s'est tenu au lendemain de l'annonce d'un accord entre les États-Unis et l'Iran sur un cessez-le-feu au Moyen-Orient. C'est un très bon accord, a déclaré Emmanuel Macron mercredi. Il met fin à une situation de très grande instabilité et dont les conséquences pour nos économies étaient terribles. G7, l'accord trouvé entre les États-Unis et l'Iran est un très bon accord, souligne Emmanuel Macron.
Il ajoute que le G7 a été l'occasion de rappeler la disponibilité d'une coalition, à l'initiative de la France et du Royaume-Uni, pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Une minute dans une déclaration commune, les dirigeants du G7 ont réaffirmé que le droit de passage en transit, sans entrave, sans redevance, à travers le détroit d'Ormuz était la pierre angulaire du début de cet accord, a noté le président français. Emmanuel Macron a aussi rappelé la disponibilité d'une coalition, à l'initiative de la France et du Royaume-Uni, pour sécuriser le passage maritime. Nous avons une vingtaine de pays qui ont déjà indiqué leur engagement ferme de contribution à cette opération, dont plusieurs sont prêts à intervenir rapidement, comme la France, a-t-il précisé. Le groupe des 7 s'est par ailleurs accordé sur la nécessité de défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté du Liban, où Israël poursuit ses opérations militaires. Ses membres ont par ailleurs appelé à accélérer les efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza, et à mettre un terme aux violences en Cisjordanie. Il assure avoir toujours eu confiance en Donald Trump. Emmanuel Macron a aussi été interrogé sur sa confiance envers Donald Trump, après de nouvelles menaces américaines d'imposer des droits de douane sur les vins français, rapporté lundi par le New York Post. J'ai toujours eu confiance pour ma part dans le président Trump, parce que je lui ai toujours dit des choses, a répondu le chef de l'État. Quand nous avons des désaccords, nous les assumons. Mais quand il s'est engagé vis-à-vis de nous, il a toujours fait ce à quoi il s'engageait. 2 minutes. Le président a rappelé avoir débuté le sommet par un entretien bilatéral avec son homologue américain. Cette discussion nous a permis d'acter qu'il y avait un travail conjoint à mener sur l'ensemble des relations tarifaires, pour continuer d'améliorer la copie, a précisé Emmanuel Macron. En aucun cas, entre partenaires, on ne doit s'imposer des tarifs ou de l'instabilité, a-t-il insisté. Un sujet sur lequel les deux chefs d'État continueront peut-être d'échanger dans la foulée du G7, mercredi soir, lors d'un dîner prévu au château de Versailles. Sujet suivant. Tenu en échec par la République démocratique du Congo, le Portugal frustré pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, France Info. Tenu en échec par la République démocratique du Congo, le Portugal frustré pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo avaient pourtant ouvert le score tôt dans la rencontre, mercredi, à Houston. Publié le 17-06-2026 21h mis à jour le 17-06-2026 22h temps de lecture, 2 minutes. Le Congolais Yohan Wissa au duel avec le Portugais Thomas Araujo, le 17 juin 2026, à Houston. Sipa Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Erling Haaland, Lionel Messi. Depuis le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, les stars répondent présents sur les pelouses d'Amérique du Nord. Mais ça n'a pas été le cas de Cristiano Ronaldo, fantomatique à l'occasion de l'entrée en lice du Portugal face à la RD Congo, mercredi 17 juin, au NRG Stadium de Houston. Tenus en échec par les Léopards 1-1, les Portugais ont affiché un visage bien terne, à l'image de leur capitaine de 41 ans, face à des Congolais en jambes, solides défensivement, et qui auraient même pu l'emporter avec un peu plus de réussite. Avant d'affronter l'Ouzbékistan et Colombie dans le groupe K, la Seleção est dans le doute. À Houston, tout avait pourtant bien commencé pour le Portugal, emmené par 3 champions d'Europe parisiens, Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Ce dernier, sur un centre parfaitement brossé par Pedro Neto, a fait parler son sens aiguisé du timing pour ouvrir le score de la tête, un de ses gestes signature malgré son mètre 74 1-0, 6e. Le scénario était alors idéal pour la Seleção, qui n'a toutefois pas tenu les promesses de ce début de match. En dehors d'une frappe de Pedro Neto non cadrée 17e, les Portugais ont même été inoffensifs. En face, la RD Congo a logiquement pris peu à peu confiance. Juste avant le retour au vestiaire, l'attaquant de Newcastle, Yohan Wissa, a égalisé, lui aussi sur une superbe tête 1-1, 45e 4. Ayant compris que le Portugal n'avait aucune inspiration dans le jeu, les Léopards sont revenus sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. Tandis que la Seleção se cassait les dents sur le solide bloc défensif congolais, la RDC piquait en contre, et faisait à chaque fois frémir l'arrière-garde portugaise. Malgré ses 25 de possession de balle, la RD Congo s'est ainsi procuré plus d'occasions que le Portugal 8-7. Titulaire en pointe de l'attaque, Cristiano Ronaldo a été le symbole du marasme offensif des siens, se contentant de 2 timides occasions 68e, 74e. Sur la deuxième, le capitaine portugais était pourtant moins bien placé que Bruno Fernandes, dans son dos. Une action qui alimentera l'éternel débat du Portugal, qui se demande depuis des années s'il doit continuer à jouer avec CR7 en pointe, ou non.
S'ils ont tenté d'accélérer dans les 20 dernières minutes, les Portugais n'ont jamais vraiment inquiété la RD Congo. Sujet suivant. Les États membres de l'UE peuvent imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, tranche la Cour de justice de l'Union européenne, France Info. Les États membres de l'UE peuvent imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, tranche la Cour de justice de l'Union européenne. Des éditeurs de sites pornographiques menaient depuis plusieurs années une bataille judiciaire contre les restrictions françaises, qu'ils jugeaient contraires au droit européen. Publié le 17-06-2026 17h54 mis à jour le 17-06-2026 18h15 temps de lecture, 2 minutes. La Cour de justice de l'UE estime que les États membres de l'Union européenne peuvent imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, sous certaines conditions. Romain Longira Hans Lucas AFP. La décision met un terme à plusieurs années de bataille devant les tribunaux entre la France et des éditeurs de sites pornographiques. Les États membres de l'Union européenne ont le droit d'imposer aux sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs afin d'empêcher l'entrée d'utilisateurs mineurs, même lorsque les sites sont établis dans un autre pays de l'UE, a estimé la Cour de justice de l'UE CJUE dans un arrêt publié mardi 16 juin. Le litige a commencé en décembre 2021, quelques mois après la publication par la France d'un décret qui oblige les sites pornographiques à vérifier la majorité de leurs utilisateurs. Les sociétés Webgroup Czech Republic et NKL Associates, éditrices des sites Xvideo et XNXX, saisissent la justice en France en décembre 2021 et janvier 2022. Ils affirment que la France n'est pas compétente sur le sujet, car la directive européenne de 2000 sur le commerce électronique empêche un État de restreindre la circulation de services numériques dont l'éditeur est établi dans un autre État membre. Saisi sur cette affaire, le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, s'était tourné vers la CJUE en mars 2024. Dans le communiqué de presse qui résume sa décision, la Cour concède que les mesures françaises relèvent du domaine coordonné appartenant à l'UE et constituent une restriction à la libre circulation des services concernés. Mais la CJUE rappelle que la directive européenne brandie comme protection par l'éditeur du site pornographique permet, sous certaines conditions, de lui imposer des restrictions, même quand le site est établi dans un autre État membre. La directive permet en effet de prendre des mesures pour garantir l'ordre public et la protection des mineurs, et les mesures françaises apparaissent proportionnées et visent des sites précis, argumente la Cour. La CJUE rappelle une condition importante, sauf en cas d'urgence, le pays qui voudrait imposer des mesures doit d'abord demander à l'État membre où le propriétaire du site en question est établi de prendre lui-même des mesures appropriées. Et il doit également notifier son intention à la Commission européenne. C'est justement ce que prévoit la réglementation actuellement en vigueur en France, issue de la loi SREN adoptée en 2024. En réaction à ce nouveau régime, la société Hello, YouPorn, Pornhub, etc., poids lourd de l'industrie pornographique installée à Chypre, avait notamment suspendu l'accès à ces plateformes en France. L'Arcom, le gendarme français du numérique, a depuis mis en demeure plusieurs sites, accusés de ne pas se conformer aux règles.